Et donc, bienvenue sur Ubuntu Café. Bienvenue. L'eau minérale aujourd'hui. Moi, j'ai mon thé de gingembre, la période du froid. Voilà. C'est comment? Ouais, ça va, ça va. Mais je vais te demander, tu nous as jamais expliqué comment est-ce que tu es devenu lumineux? Ça fait partie des Illuminati ou bien... Non. En fait, deux choses. D'abord, Google Meet a cet outil-là qui fait que tu peux créer ton propre on dit background, plan d'arrière, c'est ça? Donc, souvent, je m'amuse avec pour essayer de voir ce que ça va donner, quoi. Donc, comme je suis un fan de l'espace et puis de l'univers, tout ça, donc je lui ai dit de créer une planète ou bien l'univers avec un joli soleil ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ce que ça fait, comme ça. Je ne sais pas si ça fait une bonne position parce que le soleil est exactement bien là. Je ne sais pas si c'est une étoile exactement derrière ta tête. Donc, on voit les rayons lumineux. Ouais. Comme la statue de la liberté, ouais, c'est ça. Tu vas attraper la torche comme ça. Ouais, donc c'est ça. Cool. Yeah, j'aime ton plan d'arrière là aussi, c'est pas mal. Ah ouais, c'est nouveau. Le plan d'arrière de Google. Même chose. Ouais. J'ai toujours regardé qu'est-ce qui était disponible et puis bon. Puis ça, c'était intéressant. Oui, en tout cas, c'est joli. Les plantes du salon, tout ça. Moi, ça m'évite de penser à l'hiver, quoi, et puis la neige. Donc, ouais. Moi, carrément, j'ai quitté la planète. Donc, l'hiver, la neige, je ne vois rien de tout ça. ouais. Ah, donc, c'est ça. Donc, on parle de quoi cette semaine? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Oh, cette semaine, je pense qu'on va essayer de parler de... Comment dire? Je pense qu'on avait touché un peu à ça il y a, je pense, après un mois de cela. C'est les jobs du futur, en fait. Je sais que toi et moi, on avait eu un débat sur le fait que, bon, de nos jours, bon, on est dans la technologie, toi et moi, on est dans le génie logiciel. On voit comment est-ce que des outils comme Claude, de Anthropic, on voit ChatGPT de OpenAI, Llama de Facebook, bon, Meta, et puis Devin, par exemple, qui est un autre outil qu'on peut dire qui est un programmeur AI. Donc, il y a plein d'outils maintenant qui ont été créés, qui peuvent écrire du code et qui peuvent écrire du code à grande échelle et moins cher. Donc, un autre phénomène qu'on a remarqué, c'est que il n'y a plus vraiment beaucoup de jobs, ce qu'on appelle entry level, c'est-à-dire les jobs de software engineer où genre tu viens de finir, ou bien tu as 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience, et puis voilà, tu veux commencer quoi en fait. Et on a remarqué que ce type de job-là, le nombre a vraiment baissé. Tu vois. Donc, on s'est dit, mais dans le futur, ou bien avec la prolifération de l'IA et tout, quels sont les jobs, on peut dire, qui seront safe? Safe, on peut dire safe, c'est quoi? Garanti ou bien qui ne seront pas attaqués par l'IA, par exemple. Donc, on discutait de ça, puis on a essayé de faire quelques petites recherches. Donc, je pense que c'est de ça qu'on pouvait parler aujourd'hui. Ouais. Donc, pour ajouter ce que tu dis, quand tu parles des jobs qui sont qui sont en général assignés aux nouveaux dans l'industrie, pour donner une meilleure idée, je vois une certaine progression en tant qu'ingénieur logiciel. C'est-à-dire que quand il y a des nouveaux dans une équipe, dans une compagnie, ces nouveaux-là doivent être rodés sur les choses qui se font un peu se font genre comme dans une routine, quoi, en fait. Genre, c'est du travail à faire, mais c'est pas forcément de nouvelles choses. C'est-à-dire, il y a quand c'est assigné la raison pour laquelle c'est assigné à de nouveaux, c'est parce qu'il n'y a pas de grande responsabilité à prendre. Ouais. Tu vois, ce sont des choses répétitives, tout le monde sait comment ça se passe déjà. Donc, en général, on passe à la nouvelle personne dans l'équipe pour qu'elle
personne puisse apprendre comment les différents processus de la compagnie, de l'équipe, tout ça se passe. Maintenant, un peu après, la progression après ça, c'est que l'ingénieur a une meilleure connaissance des différents processus de la compagnie. Donc là, maintenant, ils peuvent commencer à donner leur opinion sur la manière dont les choses sont agencées pour construire le logiciel. Okay? Donc, ils ont certaines idées, on leur donne des directions toujours, mais ils ont des opinions à partager sur genre des préférences et pourquoi. Genre, il y a ce genre de discussion-là, quoi, en fait. Et puis, la progression après ça, c'est que, en général, la personne qui a passé assez de temps dans la compagnie, qui commence à avoir quelques années d'expérience, prend le rôle de guide pour le reste de l'équipe. Donc, quand les gens dans l'équipe sont bloqués sur certaines choses, c'est la personne à aller consulter pour avoir des réponses. Et puis, bon, ça continue comme ça, genre où l'étape d'après, l'ingénieur va prendre de plus en plus de responsabilités et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, en fait, le niveau qui est plus bas, qu'on voit par exemple avec les AI comme les Devin et autres, ils sont focalisés sur le premier niveau, c'est-à-dire les choses répétitives qui font partie de la routine et autres. Comme il n'y a pas vraiment de nouvelles solutions à inventer à ce niveau, c'est répétitif. Donc ça, c'est un cas parfait pour les intelligences artificielles parce que pendant leur entraînement, pendant leur training, c'est des exemples que ces modèles vont percevoir plusieurs fois. Donc, donc, déjà, dans ces modèles, il y a déjà une bonne notion de comment on fait cette répétition. Donc, maintenant, le challenge qui est en train de se poser, c'est que si les modèles commencent à s'améliorer pour les parties répétitives, ça veut dire qu'à la fois ceux qui sont dans l'industrie ou bien ceux qui ont l'intention de rentrer dans l'industrie doivent pouvoir se positionner en conséquence pour pouvoir vraiment apporter des contributions. Parce que si les contributions qui proposent, genre, prenez-moi dans votre compagnie parce que je peux faire telle chose qui est répétitive, c'est un peu comme s'ils se mettent en position de faire une concurrence directe avec l'IA. Machine, avec l'IA, ce qui n'a aucun sens. Que l'IA ne mange pas, l'IA ne part pas en congé, l'IA ne dort pas, etc. Donc, pour les employeurs, le choix est assez clair. Ils vont toujours préférer prendre la machine où il n'y a pas ces choses extra à payer pour avoir, même si le travail n'est pas parfait, il y aura quelqu'un dans les couches au-dessus qui pourra regarder la qualité et puis peut-être faire de petits ajustements. C'est toujours moins cher que prendre une nouvelle personne et puis faire tout ça, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Excuse-moi. Non, tu as parfaitement raison. Et c'est de ça, en fait, que quand on faisait un peu nos recherches, ce qu'on a remarqué, c'est que se focaliser maintenant sur, par exemple, des bootcamps ou bien te focaliser peut-être sur software engineering, dans ce que tu veux déjà en web development, c'est-à-dire la construction de sites internet ou bien d'applications. Donc, ça fait que, comme tu l'as dit, ces tâches répétitives, là, en fait, deviennent, comment on dit ça? Ça devient, en fait, beaucoup plus, comme tu l'as dit, beaucoup plus simple pour l'IA de faire. Donc, les jeunes, bon, les nouveaux élèves qui viennent de finir, par exemple, avec le soit master ou bien bachelor en computer science, ça fait que pour te différencier, il faut vraiment soit aller dans un niveau où l'IA n'est pas, c'est-à-dire l'IA n'est pas si prévalent que ça, c'est-à-dire là où il n'y a pas beaucoup d'impact pour l'IA. Par exemple, comment dire, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, si tu prends
les systèmes. Par exemple, avant, j'avais fait un stage avec une compagnie qui s'appelait Unisys. Unisys, en fait, fabrique les ordinateurs, ce dont on appelle les mainframes. Les mainframes, ce sont les premiers ordinateurs d'avant. Voilà. Donc, je sais que, par exemple, les codes de ces ordinateurs-là, rares sont les IA qui vont... Ils peuvent écrire le code, c'est sûr. Ils peuvent écrire le code, mais c'est pas sûr que le code sera si performant que ça ou bien si correct que ça. Tu vois, là. Donc, il y a vraiment une limite dans ce secteur-là, par exemple. Mais il faut dire aussi que c'est pas aller dire que tu vas faire mainframe, écrire des codes, par exemple, Pascal ou bien des trucs comme ça. C'est pas si sexy que ça. C'est pas Python, tu vois. C'est, tu es toujours là avec les green screen of death, tu vois, les trucs d'avant avec le terminal, tu vois. C'est pas sexy, quoi, en fait. Tu vois, non? Mais il y a une grande demande dans ça. Il y a une grande demande parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vers dans ce niveau-là, en fait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vers ce secteur-là, en fait. Dans les banques aussi, les banques utilisent beaucoup ce genre de systèmes, les systèmes de mainframe. La sécurité sociale utilise beaucoup ce genre de trucs-là. Donc, si tu veux dire même, peut-être travailler peut-être pour soit une banque ou bien même l'État même. L'État. L'État aussi, on peut dire un peu en arrière par rapport à plein de choses aussi. Hein. Quand je dis l'État, je parle de l'État fédéral américain, quoi, bien sûr. Ouais. Mais c'est ça, tu m'as donné une idée, mais je te laisse finir. Ouais, non, en fait, ce que je veux dire, en fait, plus généralement, c'est vraiment de voir quel secteur, en fait, l'IA n'a pas encore touché, ou bien ne va pas toucher, on peut dire, dans le futur. Et ça, c'est difficile. Sincèrement, c'est un peu difficile à savoir. Mais c'est d'essayer de se démarquer. Soit tu apprends jusqu'à ce que tu sautes la première étape, là, comme tu l'as dit, tu vas dans la deuxième étape où tu maîtrises encore un peu plus par rapport à la première étape, ou bien tu vas jouer carrément dans une autre équipe, en fait. Voilà. Vous ne jouez pas, en fait. Vous ne jouez pas dans la même équipe, en fait. C'est ça. Mais si vous jouez dans la même équipe, l'IA va toujours gagner, je pense. Ouais. Mais tu sais, une petite observation, comme par exemple, tu donnais les exemples des mainframes qui utilisent les anciens langages comme les COBOL et autres pour faire marcher les systèmes de banque et autres. Ça, il peut te dire qu'il y a déjà des IA dans ce secteur. Ce que les IA font dans ce secteur, tu sais, c'est quoi? Comme ce sont des langages où les spécialistes sont déjà à la retraite ou bien en train de partir à la retraite, puis il n'y a pas vraiment de la personne pour vraiment prendre la relève, les IA dans ce secteur-là font la conversion d'un langage ancien à un langage moderne, comme par exemple Java ou bien les C# et autres. De telle sorte que une grande partie des ingénieurs informatiques disponibles en ce moment, qui ont les connaissances de ces langages un peu plus modernes, peuvent prendre la relève sans avoir à programmer dans l'ancien chose. Maintenant, bon, en ce qui concerne des secteurs où il n'y a pas vraiment l'IA quand il s'agit de la programmation, c'est-à-dire que c'est un peu subtil. C'est pas vraiment qu'il y a un genre de compagnie ou bien un genre de logiciel où l'IA ne se trouve pas, mais c'est du genre, c'est subtil dans le sens que c'est quoi le rôle de l'IA exactement? Tu vois, parce que l'IA se rapproche de la perfection, c'est encore loin, mais ça se rapproche de la perfection quand il s'agit de générer du code. OK? Mais s'il y a une compagnie qui existe pendant des années, du genre 5 ans, 10 ans et plus, il y a un concept qu'on appelle legacy code. Legacy code, c'est quoi? C'est un code qui a été créé, produit par la compagnie. Ce code-là arrive à servir les clients de la compagnie. Et puis, comme les demandes des clients ou bien comment dirais-je, les nouveaux projets qui proviennent des demandes des clients, tu vois, commencent à arriver, ces anciens codes qui marchent aujourd'hui ont besoin d'être améliorés ou bien changés.
pour pouvoir accommoder les nouvelles demandes du business, en fait. OK? Cette partie-là, en tout cas, toutes les démos que j'ai vues jusqu'à présent, incluant même des choses comme Devin et autres, ont beaucoup de difficultés à le faire. Parce que c'est une chose de générer du code qui est pratiquement juste, mais c'est une toute autre chose de pouvoir observer un grand nombre de codes qui existent déjà, et puis selon de nouveaux paramètres, selon des requis, pouvoir faire les changements exacts sans avoir à tout jeter à la poubelle pour recommencer à zéro. Donc, cette partie-là, par exemple, aujourd'hui, je ne crois pas que l'IA soit en mesure de vraiment faire la compétition contre des ingénieurs qui ont au moins une certaine expérience. Ouais. Non, tu as parfaitement raison, parce que et ce genre de code-là, en fait, je sais pas, c'est des codes qui ont beaucoup plus ce qu'on appelle business logic, c'est-à-dire qui ont c'est des codes qui font certaines choses très spécifiques à la compagnie. C'est pas vraiment des choses qui sont généralisées, par exemple. Un exemple, toi et moi-même, on a travaillé sur un code qui était pour une compagnie d'assurance, en fait, qui regardait les réclamations des clients. Et maintenant, par rapport à ce qu'il y a comme données dans la réclamation du client, peut donner une décision, en fait, à cette réclamation. Or, tu sais que ce genre de compagnie d'assurance, il y a tellement de choses précises avec des lois que, par exemple, comme Obamacare. Voilà, Obamacare, que ça doit regarder aussi, par exemple, certains, comment on a business logic que la compagnie d'assurance, elle seule connaît. Tu vois. Exactement. Donc, voilà. Donc, est-ce que IA qui a été, par exemple, entraîné sur plein de codes qui sont, on peut dire, sur GitHub ou quelque chose comme ça, est-ce que ce IA-là peut regarder ce legacy code, comme tu dis, et puis faire un changement, par exemple? Tu vois? Excuse-moi. Et puis faire un changement, par exemple. Ça serait très compliqué. Et puis surtout que, par exemple, quand tu as donné l'exemple de cette compagnie, au total, il y a des millions et des millions de lignes de code. Donc, je ne sais pas comment quelqu'un peut prendre des millions de lignes de code et puis mettre ça dans n'importe lequel des AI qui existent aujourd'hui. Et puis le AI va pouvoir analyser pour donner une réponse. Voilà. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible, ouais. Avoir le contexte, en fait, de tout ce code-là et maintenant faire un changement qui sera logique et sans erreur, des trucs comme ça. Tu vois. Exactement. Donc, on est encore loin de ça, quoi. Maintenant, je pense qu'on est toujours un peu coincé. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment est-ce que quelqu'un qui vient de sortir, un jeune qui vient de finir l'école, comment il fait pour arriver à ce deuxième niveau-là, en fait? C'est ça qui est toujours un peu Ça, je ne vais pas dire que j'ai des réponses définitives, mais j'ai entendu certaines idées en consultant des blogs, etc. etc. Donc, par exemple, j'avais écouté il y avait un gars que je suis sur les réseaux sociaux qui avait fait une petite vidéo pour expliquer en fait que c'est un peu comme si dans ce nouveau paysage qui inclut l'intelligence artificielle dans le domaine de l'informatique et autres, c'est un peu comme si les candidats, à la fois ceux qui sont nouveaux et puis même ceux qui sont déjà dans l'industrie, doivent pouvoir se repositionner en tant que, si on voit même des mercenaires, où il y a des choses spécifiques exactes qui viennent pour faire dans le logiciel de la compagnie. Parce que l'IA, en fait, n'a pas cette notion de c'est exactement ça, ça donne à peu près, et puis il y a des gens qui font des ajustements. Okay? Mais quand, par exemple, l'exemple que tu as donné, la compagnie d'assurance, quand le système prend une décision, ça joue directement ça joue directement un rôle dans ce que la compagnie aura dépensé pour dédommager les gens ou pas. Tu vois, donc ça peut pas être de l'à peu près. Oui, aujourd'hui je paye, non, demain je paye pas. Et puis pourquoi? Parce que l'IA n'était pas trop sûr aujourd'hui, mais demain c'était sûr. Puis les gens peuvent pas accepter ça. Ça doit être exact
correct à 100% du temps. Tout le temps, Ou bien, par exemple, récemment, j'avais un projet où c'était les histoires de transfert d'argent. Bon, ça peut pas être une histoire où l'IA aujourd'hui s'est réveillé du mauvais pied et puis commence à dire non, bon, les données qui sont transférées là, bon, j'en jette quelques-unes par terre et puis je continue avec le reste. Non, on ne peut pas faire ça. Ça doit être exactement. Donc, cette idée de se positionner en tant que mercenaire, c'est-à-dire qu'il y a des choses spécifiques où ceux qui font leur offre aux employeurs doivent pouvoir dire, OK, je peux ne pas tout connaître, mais ce petit truc-là, je suis tellement efficace qu'il n'y a pas de AI ou bien de IA qui peut me battre dans ce truc. Et puis, pouvoir prouver à l'employeur que, effectivement, peu importe si c'était pendant mes entraînements à la maison ou avec une expérience dans des compagnies, voilà, j'utilise ça pour prouver que cette partie-là, c'est moi le spécialiste. Donc, en fait, si j'ai une offre, je viens pour faire cette partie. Donc, tu deviens spécialiste au lieu d'être un généraliste, en fait. Enfin, je n'aurais pas mis ça en ces thèmes de spécialiste ou bien généraliste. Parce que pourquoi? Parce que souvent, moi, j'ai plutôt utilisé les thèmes comme mercenaire. Souvent, il y a des choses, il y a des cas de figure où la connaissance de plusieurs domaines différents sont importants. OK? Par exemple, bon, l'exemple que je te donnais de transfert d'argent et autres, bon, tu dois avoir des notions de c'est quoi le business, pourquoi il y a ce besoin de transférer l'argent, OK? Il y a comment dirais-je, il y a les lois qui régissent ce domaine, tu dois les connaître. Il y a les notions de sécurité, tu dois les connaître. Il y a les notions de comment même programmer le truc pour éviter les erreurs, tu dois les connaître. Il y a les notions de comment optimiser pour que ça soit extrêmement rapide parce qu'il peut y avoir des millions de transactions peut-être par minute. OK? Donc, comment pouvoir utiliser toutes les ressources du système, ça aussi, tu dois les connaître. Enfin, il y a tellement de paramètres qui sont dans différents domaines qu'en fait, on pourrait dire bon, que dans ce cas de figure, c'est un généraliste, mais qui doit être spécialiste juste pour ce cas de figure. Ouais, je vois. Ça va au-delà d'une histoire de dire je suis un spécialiste, je sais comment, je sais pas moi, changer la couleur des boutons sur une page web de jaune à rouge, et puis c'est ça ma spécialité. Non, il faut plus que ça. C'est trop banal, quoi. Il faut que ça soit des choses un peu difficiles, pas des choses vraiment accessibles, facilement accessibles. Ça veut dire vraiment que les choses ont vraiment changé, quoi, en fait. Je dis dans les 3-4 dernières années, les choses ont vraiment changé. Ouais. OK. Ouais. Maintenant, bon, j'ai vu une autre opinion aussi où il y a quelqu'un qui faisait remarquer que là où on a l'impression de voir les différentes intelligences artificielles là, se faire la concurrence, en général, ça tourne autour des domaines que beaucoup de nouveaux dans l'industrie aiment attaquer en premier. OK? Pourquoi? Parce que ces domaines-là, en général, il y a beaucoup de code qui peut être directement réutilisé en forme de libraries et autres. Comme par exemple, aujourd'hui, bon, quelqu'un va regarder, il va voir, OK, telle ou telle startup a fait un joli website, il y a des animations, blablabla. Tu peux commencer même cette semaine et puis pouvoir avoir un résultat à peu près pareil. Tout juste parce que les choses qui rendent cette page web là intéressante avec les animations et autres se trouvent en général en forme de libraries que tu peux réutiliser. Donc, c'est une histoire de lire le mode d'emploi pour voir comment utiliser et puis mettre ça sur ta propre page et puis avoir le même résultat. Okay? Donc, ça, c'est un des domaines de développement web. Le deuxième domaine, c'est ce qui tourne autour un peu de data science. OK. Pourquoi? Parce que les gens ne créent pas les algorithmes, ne programment pas les algorithmes, genre d'eux-mêmes, comme on dit, from scratch.
ils vont réutiliser les scikit-learn qui existent, les matplotlib qui existent, etc., C'est etc. une librairie, quoi, ouais. Donc, souvent, quand on voit les comparaisons des différentes intelligences artificielles, c'est ça qu'ils ont tendance à utiliser dans les démos pour impressionner les gens et puis, bon, se faire de nouveaux clients, en fait. Donc comme je te disais, l'opinion que j'avais vue, le gars essayait de montrer, en fait, bon, c'est de manière empirique, hein, genre lui-même sa propre expérience, quoi, que quand tu sors de ces deux domaines-là et puis tu demandes des choses un peu plus difficiles, comme par exemple coder en C++, pour faire, je sais pas moi, des trucs sur l'ordinateur, les intelligences artificielles ne sont pas aussi efficaces que ça. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, il peut y avoir aussi dans ces domaines en dehors de web et puis de data, il peut y avoir des domaines qui font toujours partie de la programmation informatique et autres, où vraiment l'IA n'est pas aussi efficace que peut-être les nouveaux peuvent attaquer. Okay. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, non, je suis parfaitement d'accord. C'est vrai que, en tout cas, on peut dire c'est une des parades, en tout cas, pour pouvoir surpasser ce problème-là. Ouais, ça, c'est vrai. Maintenant, ça ne m'empêchait pas de penser à genre, oui, malgré tout ça encore, il y a toujours un risque dans le futur que l'IA puisse venir, comment dire, toujours faire une partie de ce travail-là, en fait. Donc, je me suis dit, Effectivement. quelle chose on peut apprendre, apprendre aujourd'hui pour pouvoir parer à ça, en fait. Donc, ça peut être comme une blague, mais en réalité, il y a des jobs, je peux dire dans le futur, ça sera toujours un peu difficile pour l'IA de remplacer des gens. Par exemple, si tu deviens un plombier, c'est comme si on regardait, mais si tu es un plombier, si tu y penses, il n'y a pas vraiment de... D'abord, la demande est forte, ici même, ici, la demande est très forte, il n'y a pas assez de plombiers, par exemple. Donc, devenir un plombier, c'est vrai que ce n'est pas le métier le plus sexy du monde, mais il n'y a pas... Jusqu'à présent, jusqu'à nouvelle heure, je n'ai pas entendu encore que quelqu'un a sauté un IA qui peut aller déboucher, par exemple, ou bien monter un robinet, ou bien changer une douche, ou bien un truc comme ça, tu vois, non? Ça dépend d'abord. Donc, en fait, les métiers, j'ai l'impression qu'on repart encore dans les métiers des mains, en fait, tu vois, non? Plomberie, carpentier, en fait, faire des choses avec les mains, en fait, tu vois, non? Il y a ça. Et ça me vient juste de m'échapper. Il y avait un autre truc encore dont j'y avais pensé là. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment de voir. Oh, voilà, je me rappelle maintenant. Et je sais que Levels, Peter Levels aussi, on avait parlé de ça. Lui aussi, il avait parlé de créer les communautés, en fait. Tu vois, essayer de créer une communauté avec qui tu peux interagir. Tu vois, ça aussi, ça peut être, tu vois, influenceur, on peut dire en tant que tel, des métiers du futur. Tu vois, maintenant, influenceur pour commencer à danser dans la rue aussi. Non, pas ce genre d'influenceur. On voit un avec le soleil derrière la tête en train de faire un nouveau move. Non, mais non, mais en tant qu'influenceur, je sais que à l'heure, là, il y a des influenceurs en ligne qui sont en réalité des bots. Je ne sais pas si tu avais parlé de ça. De l'IA, en fait. Il y en a. Il y a des influenceurs populaires en ligne. On pense que ce sont... On avait parlé de ça, on avait parlé de Xavier. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. On se disait non. C'est possible que dans le futur, il puisse y avoir des influenceurs qui sont en réalité des robots, quoi. Ça aussi, c'est possible. Tu vois, non? Donc... C'est vrai qu'à un moment, il y en avait certains qui jouaient au robot, en fait. Ah ouais? Oui, c'est pas, tu m'avais montré une qui fait que j'ai oublié son nom. Ouais. Elle a un peu disparu maintenant. Ça, c'était NPC. C'était NPC. J'ai oublié le terme, ce que ça voulait dire. Il y a NPC, elle était NPC. Là où le rôle des personnages de... jeux vidéo.
vidéo, quoi. Ouais. Mais elle a disparu, là. Je ne la vois plus. Elle a complètement disparu. Ouais. Elle a dû faire son jet et puis disparaître. Ça, c'était la version avant Xavier, quoi. C'est exactement. Ouais. Non, mais plus sérieusement, je pense que vraiment, je pense qu'on repart un peu vers les métiers où, comme je disais là, c'est des métiers où on utilise beaucoup les mains. Et je sais par exemple que, bon, là où j'ai beaucoup lu, d'autres disent que devenir un artiste, c'est pas tout le monde qui peut devenir un artiste, hein, mais devenir un artiste, la peinture, la poterie, en fait, des choses qui utilisent toujours l'humain vont, dans le futur, peut-être devenir encore beaucoup plus populaires, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Des gens vont toujours acheter la poterie faite industriellement et tout, mais quand tu fais de la bonne poterie avec ta propre main, puis tu es populaire, bon, ça s'achète, quoi, ça a son prix. Mm. Voilà, donc, Mais, être un brand. mais tu sais, il y a une autre perspective aussi, parce que il se peut aussi que de la perspective par laquelle on est en train d'observer l'écosystème, il faut prendre aussi en compte le fait qu'il se puisse qu'on soit dans une bulle, en fait. OK? Parce que pourquoi? Il y a plein de compagnies où on a des collègues ou bien moi on travaille et autres qui sont vraiment à fond dans ces histoires d'intelligence artificielle. Mais est-ce que c'est la norme quand on élargit un peu plus, quoi, quand on va en C'est dehors de vrai, la bulle? pas Parce que forcément. combien de compagnies sont vraiment à même de pouvoir s'acheter assez de GPU pour dire qu'ils vont faire marcher des intelligences artificielles pour commencer à remplacer certains jobs de personnes dans leur staff. Non, tu as raison. Tu as raison. Il se peut que nous, on soit, en fait, parce qu'on est tout le temps en train de lire, on est tout le temps en train d'utiliser ça. On a peut-être une vision biaisée un peu de penser que c'est c'est populaire dans d'autres compagnies, tu vois. Alors, Ouais. ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible en tout cas. Ouais. Je sais en tout cas que en dehors de l'Amérique du Nord, et puis peut-être de l'Europe un peu, hein, je sais que beaucoup de gens n'utilisent même pas même les outils qu'on utilise là actuellement. Tu vois. Par exemple, les notebooks LM, les OpenAI, ChatGPT. Bon, moi, mes frères utilisent ChatGPT sans problème. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens, en tout cas, je ne pense pas, qui utilisent ça comme ça. Ouais, tu as raison. Tu as raison. Bon, ça maintenant, c'est peut-être une solution potentielle que je peux proposer, mais bon, c'est juste une idée. Donc, la solution que je vois, c'est que, par exemple, ceux qui essaient de rentrer dans l'industrie aujourd'hui ou bien qui sont, enfin, qui travaillent assez proche de l'industrie et autres et autres, c'est un peu comme si ils doivent pouvoir adopter l'intelligence artificielle pour eux-mêmes améliorer euh, Au quotidien. leur efficacité. Mhm. OK? Comme par exemple, s'il y a des livres à lire pour s'améliorer dans certains domaines, il y a des connaissances et autres. Il y a plein d'outils, comme on en a déjà cité, comme les notebooks LM et autres, qui peuvent les aider à étudier. Mhm. OK? Ils peuvent même, je sais pas, prendre la décision d'aller plus loin que la plupart des gens. C'est-à-dire, si ChatGPT existe, il y en a qui vont toujours se limiter à je pose une question et puis le AI me donne une réponse. Mhm. Ils peuvent aller plus loin, comme comprendre, par exemple, euh, s'intéresser aux histoires comme les agents. Je pense que tu avais déjà présenté dessus. Comment apprendre ça pour améliorer maintenant de vraies choses qu'ils vont rencontrer au travail. Mhm. Okay? Donc, genre, ils vont jouer les rôles qu'on a toujours vus dans les compagnies, mais ces rôles-là, ils seront encore plus efficaces parce que maintenant, ils vont pouvoir employer ou bien introduire l'utilisation des IA dans ces compagnies-là, mais pas pour remplacer les gens, mais pour améliorer leur efficacité personnelle ou bien l'efficacité du département pour que justement la compagnie puisse agrandir et puis faire entrer d'autres personnes et autres. Non, tu as raison. Tu as raison. Espérons. Ça, on verra bien. 2025 arrive. 2025 est là. Yeah, yeah. All right. Donc, c'était ça, hein? Je pense que c'est. On va encore faire des recherches pour voir tout ce qu'on va trouver comme
j'allais dire Choco. Tout ce qu'on va donner comme tips, comme conseil par rapport au job du futur. On va essayer de continuer à parler de ça parce que je pense que ce sujet-là est vraiment parlé ici aux États-Unis, mais dans d'autres pays, je ne pense pas qu'ils pensent trop à ça actuellement parce que dans leur tête, je ne pense pas que la manière dont on a accès à tous ces outils-là, je ne pense pas qu'il y a plein d'autres pays qui n'ont pas encore accès à ces outils-là encore. Donc, ouais. Mais c'est toujours bon de savoir, en fait. Et tiens, un autre truc que, par exemple, notre audience peut faire, c'est, par exemple, partager leurs avis dans les commentaires et puis surtout, rejoindre notre communauté pour apprendre, comment dirais-je, rester à la pointe de ce qui se passe, pouvoir pratiquer, avoir l'occasion aussi de partager et autres. Ouais, effectivement. OK, donc c'est ça. Ça va être la semaine prochaine encore. Je vais dire cette semaine. Dimanche. C'est vrai, j'ai dit semaine prochaine. Ouais. Et puis maintenant, un dernier truc. Bon, samedi, qu'est-ce qu'on décide samedi? De toute façon, les gens verront bien. Le meeting est programmé. Donc, c'est cette semaine, le 28. Donc, on va partager tous les détails, ce qui est sûr. Ouais. Tout le monde pourra voir. Ouais, ça marche. OK. OK, donc on fait comme ça. D'ici là. La prochaine.